Je voudrais vous amener à la frontière des Yvelines, dans ce qui est aujourd'hui le département des Hauts-de-Seine, à Rueil-Malmaison, ou plus particulièrement au château de Malmaison. Pourquoi? Parce que c'est là que Napoléon a passé ses derniers jours en France avant de partir pour son exil à Sainte-Hélène. Ces 2 journées ou 2 ou 3 journées qui vont du 25 au 29 juin 1815 sont absolument incroyables. Il faut dire que cette période de l'histoire de France, qui va des premiers mois de 1815 jusqu'à juillet 1815, est absolument incroyable. Février 1815, Napoléon s'évade de l'île d'Elbe, où il est retenu. Il a abdiqué en 1814, après la déroute de la campagne de Russie. Il n'est plus empereur, mais il débarque à côté de Cannes, et puis il monte vers Paris, et puis l'armée se rallie à lui, la plupart des maréchaux d'Empire se rallient à lui, il prend le pouvoir, il revient au pouvoir, et puis le 18 juin, c'est Waterloo, défaite terrible, et le 22 juin, il finit par abdiquer. Alors, cette abdication, elle ne va pas de soi. Il s'interroge, quoi faire après la défaite de Waterloo? Il trouve quand même que le fait de lui demander de renoncer au pouvoir après une seule défaite, c'est quand même terrible. Alors, il envisage toutes les hypothèses. Son frère Lucien lui dit, mais non, il ne faut pas abdiquer, il faut proclamer la dictature. Le peuple reviendra vers vous, et vous allez régner encore. Et puis quand même, beaucoup lui conseillent d'abdiquer. Pourquoi? Parce qu'ils lui disent, vous allez abdiquer, mais l'Empire va vous survivre. Vous allez abdiquer, mais vous allez abdiquer pour votre fils. Alors, Napoléon est convaincu, oui, il va abdiquer, il va renoncer au pouvoir, mais l'Empire va lui survivre. Et voilà ce qu'il écrit aux Français. Je m'offre en sacrifice à la haine des ennemis de la France, puissent-ils être sincères dans leurs déclarations et n'en avoir jamais voulu qu'à ma personne. Ma vie politique est terminée et je proclame mon fils sous le titre de Napoléon II, empereur des Français. Il faut dire que, après Waterloo, la France est occupée. Il y a Wellington et Blücher qui sont là, qui sont proches de Paris. Il y a un gouvernement provisoire qui est présidé par Fouché. Fouché, vous savez, c'est ce ministre de l'Intérieur extrêmement intelligent, mais extrêmement pervers, qui joue toujours double jeu. Et là, il fait semblant de laisser Napoléon faire, mais en sous-main, il favorise le retour de Louis XVIII au pouvoir. Alors, Napoléon reste quelques jours au palais de l'Élysée, et puis il va vers ce château de Malmaison. Le château de Malmaison, il a été acheté par Joséphine de Beauharnais en 1799. Et probablement que Napoléon et Joséphine y ont passé les années les plus heureuses de leur vie. D'abord, Joséphine, c'est la femme, c'est l'amour de la vie, tout de même, de Napoléon. Alors, Joséphine et Bonaparte, à l'époque, se sont beaucoup occupés de ce château. Lui, il a convoqué les architectes Fontaine et Percy pour faire l'intérieur du château. Elle s'est plutôt consacrée au jardin, au parc. Elle voulait en faire le jardin le plus curieux, sans doute le plus beau d'Europe. Alors il arrive ce 27 juin à la Malmaison. Il est accueilli par Hortense. Hortense, c'est la fille de Joséphine de Beauharnais, mais elle a été adoptée par Napoléon. Il l'aime beaucoup, elle est très proche de lui. Et puis elle a épousé Louis, le frère de Napoléon, et elle sera aussi la mère du futur Napoléon III. Donc c'est à la fois la fille et la belle-sœur de Napoléon, et c'est elle qui l'accueille dans ces lieux. Il y a là tous ceux qui entourent Napoléon, le maréchal Bertrand, les généraux Gourgaud et Montelon, le chancelier Lascaz, et puis il y a un homme qui est un peu dans ses petits souliers,
c'est pourtant un général d'Empire qui était très proche de Napoléon, c'est le général Becker. Le général Becker était si proche de Napoléon qu'il appelait son fils Napoléon et que son parrain, c'est Napoléon et sa marraine, c'est Joséphine de Beauharnais. Mais pourtant, il y a eu un conflit sur la stratégie militaire entre Becker et Napoléon, et en 1811, Becker a été démis de ses fonctions. C'est sans doute pour ça que Fouché, qui est le président du gouvernement provisoire, a demandé à Becker de venir. Alors, officiellement, c'est pour veiller à la sécurité de l'empereur. Ça, c'est la phrase officielle. Officieusement, c'est pour le surveiller. C'est pour le surveiller et dire quelles sont les intentions de Napoléon au gouvernement provisoire et à Fouché. Alors, Becker, je vous le dis, il est dans ses petits souliers, il dit, voilà, mon ordre de mission, j'ai été missionné pour veiller à votre sûreté, mais si vous jugez que je ne dois pas le faire, je m'en vais sur l'instant. Et Napoléon le rassure, il lui dit, écoutez, si ça avait été moi qui avais dû prendre la décision, je vous aurais désigné parce que je connais depuis longtemps votre loyauté. Alors, Napoléon est là, il a abdiqué. Il l'a dit dans sa lettre aux Français, ma vie politique est terminée. Et c'est vrai que il est à la Malmaison, il a fait affréter des frégates qui l'attendent à Rochefort. Il a un rêve, c'est de partir aux États-Unis. Mais alors, son rêve, il est plus fort que ça, c'est de partir aux États-Unis, et pour y faire quoi? C'est ce qu'il dit à son ami, qui est le grand mathématicien Monge. Je vous lis ce qu'il lui dit. Le désœuvrement serait pour moi la plus cruelle des tortures. Désormais, sans armée et sans empire, je ne vois que les sciences qui puissent s'imposer fortement à mon âme. Mais apprendre ce que les autres ont fait ne saurait me suffire. Je veux faire une nouvelle carrière, laisser des travaux, des découvertes dignes de moi. Il me faut un compagnon qui me mette d'abord et rapidement au courant de l'état actuel des sciences. Ensuite, nous parcourrons ensemble le nouveau continent depuis le Canada jusqu'au Cap Horn, et dans cet immense voyage, nous étudierons tous les phénomènes de la physique du globe et du globe. Alors c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire que non seulement il veut quitter la vie politique, il a fait son deuil du pouvoir, il veut étudier les sciences, mais il veut laisser un nom dans les sciences, il veut devenir un savant que tout le monde vénérera. Il y aura peut-être un théorème Napoléon, comme certains scientifiques, comme Newton, ou comme certains scientifiques ont laissé dans leur nom à des règles scientifiques. C'est extraordinaire. Alors Monge, qui est un grand mathématicien, qui est un grand admirateur de Napoléon, lui dit, mais ne cherchez pas plus loin l'homme qui va vous accompagner aux États-Unis, c'est moi. Alors Napoléon lui dit, écoutez, Monge, vous avez 70 ans. Et à l'époque, en 1815, quand on a 70 ans, partir de Rochefort pour aller aux États-Unis, puis voyager au Canada, et je ne sais où, avec Napoléon, non, c'est un peu au-dessus de ses forces. Et moi, je reconnais, il dit, bon, ne vous inquiétez pas, je vais vous trouver un scientifique plus jeune qui va vous accompagner. Et donc, nous sommes là, à la Malmaison, et Napoléon renonce au pouvoir, mais renonce-t-il vraiment au pouvoir? Est-ce que, quand on s'appelle Napoléon, on ne rêve pas de revenir sur le trône? Eh bien, c'est la question qui va se poser au gouvernement provisoire, c'est la question qui va se poser aussi aux forces d'occupation de la France, et c'est ce que je vous raconterai dans un prochain épisode.